Quatrième partie de ce cours de mécanique du solide. Dans cette vidéo, nous allons voir le théorème du moment cinétique appliqué à un solide en rotation autour d'un axe fixe. Alors le théorème va être assez rapide à mettre en place. On va considérer un solide en rotation autour d'un axe fixe et on va supposer que ce solide est soumis au cours de son mouvement à une ou plusieurs actions extérieures dont les moments s'écrivent m delta. Bien, le théorème du moment cinétique nous dit la chose suivante. La dérivée du moment cinétique par rapport au temps est égale à la somme des moments qui s'appliquent. Je ne vais pas démontrer ce théorème, ce serait un peu long et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous pouvez voir qu'il prend en fait la même forme que dans le cas de la mécanique du point. Alors très souvent, nous, on utilisera ce théorème avec cette égalité ici. La dérivée du moment cinétique égale à jθ point point. Pourquoi ? Eh bien, nous avons montré dans une vidéo précédente que le moment cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe était le produit du moment d'inertie J, qui indique l'inertie au mouvement de rotation, multiplié par la vitesse angulaire de rotation θ point. Dans la mesure où le moment d'inertie est constant au cours du temps, la dérivée de L est donc égale à J fois la dérivée de θ point, soit jθ point point. Alors nous allons voir ce théorème dans un premier exemple de statique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement, et on va considérer un système que vous avez peut-être déjà rencontré, qui est ici la balance romaine. Alors la balance romaine, c'est quoi ? C'est un fléau, ici de longueur L1 plus L2, au bout duquel on va placer une masse M1 et une masse M2. Et ce fléau peut basculer autour d'un axe, ici, qui sera l'axe delta. L'idée, c'est de chercher la condition d'équilibre de cette balance, donc la condition pour laquelle on n'a aucun mouvement de rotation. Alors, commençons par choisir le système. Alors ici, le système que je vais choisir, c'est le fléau plus les deux masses qui sont accrochées au bout. Donc voilà mon système. Système, fléau, plus masse. Pourquoi est-ce que je prends ce système ? Encore une fois, c'est pour pouvoir ne pas m'occuper des actions de la masse sur le fléau, via le fil, ici et ici. Au niveau du bilan des actions extérieures, qu'est-ce que j'ai ? Alors, la première action extérieure, ça va être l'action de la pesanteur sur la masse M1. Cette action, elle va s'appliquer sur le centre de masse de la masse M1 donc je vais l'appeler P1. Elle s'applique au niveau du point G1 et je vais devoir calculer son moment en projection sur un axe de mon choix. Et ici, je vais choisir l'axe de rotation potentiel du système. Donc je vais calculer son moment en projection sur l'axe delta. Nous avons vu dans une vidéo précédente que pour calculer le moment d'une action extérieure en projection sur un axe, il fallait calculer le bras de levier. Je vais donc chercher la ligne d'action de la force P1 et en déduire le bras de levier de cette force par rapport à l'axe delta. Ici, on voit que c'est la longueur L1. J'ai donc un bras de levier L1. Je vais multiplier par la norme de la force M1G et je vais devoir m'intéresser au signe de ce moment. Si je suppose que mon solide tourne autour de l'axe delta, on voit que la force P1 a tendance à faire tourner le solide dans ce sens-là. D'après la règle de la main droite, ça veut donc dire que le moment de cette force
va être orienté vers moi. L'axe delta est orienté également vers moi, vous le voyez avec le point, donc le moment sera compté positivement. Passons à la deuxième action extérieure. Cette deuxième action, ce sera le poids de la masse M2. Cette action extérieure va s'appliquer au centre de masse de la masse M2, donc G2. Et le moment de cette action en projection sur delta, je vais le calculer de la même manière. La force P2 est ici. La ligne d'action de la force est là. On voit donc que le bras de levier de la force P2 par rapport à l'axe delta est L2. Je multiplie par l'intensité de la force P2 et je vais m'intéresser au signe. Cette force P2 a tendance à faire tourner mon système dans ce sens-là autour de l'axe delta. D'après la règle de la main droite, le moment qui va être associé sera donc dans le dessin. Cette fois, on peut voir que le moment de la force est opposé en sens à l'orientation de l'axe delta, donc je vais compter un signe moins. Pour finir, il reste une troisième action qui s'applique sur le système, et c'est l'action de la liaison au niveau de l'axe de rotation. Cette action, elle s'applique au niveau de la position de la liaison. Je peux l'appeler par exemple le point O. Et dans l'hypothèse où la liaison est une liaison pivot parfaite, nous avons vu que le moment de cette action de liaison en projection sur l'axe de rotation était nul. Si j'applique maintenant le théorème du moment cinétique. Celui-ci me dit que la dérivée du moment cinétique est égale à la somme des moments de toutes les actions extérieures qui s'appliquent sur le système. Donc j'aurai ici L1 M1 G moins L2 M2 G plus 0. Comme je suis dans une situation d'équilibre, le moment cinétique L delta, qui est également égal à J θ point, est nul. Donc sa dérivée est également nulle. Ce qui me permet d'extraire la condition d'équilibre L1 M1 égale L2 M2. Alors, on peut voir ici que ce problème, cette condition d'équilibre, elle ne peut être déterminée qu'avec le théorème du moment cinétique. Qu'est-ce que j'aurais obtenu avec le théorème de la résultante? Eh bien, avec le théorème de la résultante, à l'équilibre, j'aurais obtenu une accélération nulle pour le centre de masse, et au niveau de la somme des résultantes des actions extérieures, j'aurais obtenu P1 pour le poids de la masse M1, P2 pour le poids de la masse M2, et au niveau de l'action de liaison, j'aurais eu une résultante inconnue, R. Donc le théorème de la résultante me permet, dans cette situation, de calculer la résultante de l'action de liaison. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse par rapport à la question que je me posais au départ, mais c'est une information qui peut être utile. Alors notez une chose, j'ai oublié de le préciser au début de l'exercice, mais dans tout cet exercice, j'ai négligé la masse du fléau.
Si vous ne négligez pas la masse du fléau, il faudra rajouter une quatrième action extérieure qui s'appliquera au centre de masse du fléau, qui sera ici probablement légèrement désaxé sur la gauche, par ici. Deux petits exemples rapides de problèmes équivalents à l'équilibre. Imaginez une tenaille actionnée par un opérateur au niveau de cette extrémité qui va appliquer une force F0. Et imaginez qu'au bout de cette tenaille, vous avez un clou ici et que la tenaille applique sur le clou une force F1. Comment relier la force F0 avec la force F1? Si on prend comme système la tenaille et qu'on écrit le théorème du moment cinétique à l'équilibre, sans rentrer dans les détails comme on a fait précédemment, nous allons avoir la somme des deux moments des actions F0 et F1 au niveau de l'axe de rotation qui va être égal à 0. Le moment de l'action F1, ça va être la norme de la force F1 multiplié par le bras de levier de la force F1. Or ici, vous voyez la ligne d'action est ici, donc le bras de levier, c'est cette distance-là, A1. La force F1 a tendance à faire tourner notre système dans ce sens-là. Donc, le moment de la force F1 rentre dans la figure. Nous avons donc un moment négatif. Le moment sur l'axe delta de la force F2, ce sera la force F0, F0. La ligne d'action est ici, le bras de levier est ici, c'est la distance A0. Et cette force F0 a tendance à faire tourner la partie noire de ma tenaille dans ce sens-là, c'est-à-dire un moment orienté vers nous, donc dans le sens de l'axe delta. On mettra un signe plus. À l'équilibre, la somme de ces deux moments est nulle, donc on en déduit que la force F1 sera égale à la force F0 multipliée par le rapport des distances. En raccourcissant l'extrémité de la tenaille ici, donc en prenant un petit A1, on voit qu'on peut démultiplier l'effort qui a lieu au bout du manche. Dans le même ordre d'idée, vous avez l'exemple d'une brouette ici, qui peut tourner autour d'un axe qui serait situé à cet endroit-là. L'axe delta ici, une petite erreur, il serait situé ici. Si je fais le calcul du moment de la force F0, je vais obtenir F0, le bras de levier, ce sera la distance qui est ici, donc A0. La force F0 fait tourner ma brouette dans ce sens-là, c'est-à-dire un moment orienté vers moi, donc qui va être compté positivement. Pour le moment de la force F1, qui est aussi le poids de la brouette, je vais obtenir P multiplié par le bras de levier qui va être ici la distance A1. Et au niveau du signe, le poids fait tourner dans ce sens-là, donc un moment orienté dans la feuille, c'est-à-dire compté négativement. On obtient moins A1 mg. L'application du théorème du moment cinétique à l'équilibre va donc nous donner la relation F0A0 égale A1 mg. Donc la force à appliquer pour maintenir la brouette à l'équilibre sera A1 mg sur A0. Et donc, grâce au bras de levier, on peut maintenir la brouette à l'équilibre en exerçant une force qui sera plus faible que le poids de ce qu'elle transporte.